Alors, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce 11e atelier organisé par le collectif de l'Appel pour une région Pays de la Loire écologique, citoyenne et solidaire. Vous pouvez retrouver le manifeste de l'Appel sur le lien disponible dans la conversation. Et pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait, il n'est pas trop tard pour le signer. Donc, moi, je suis Fanny Lejallet, je suis directrice d'EHPAD et signataire de cet appel. Je vais animer cet atelier. Ce soir, nous aborderons les questions de santé, de prévention et d'autonomie, et en particulier comment la région peut-elle renforcer l'accès aux soins et à la prévention pour des habitants et des habitantes en bonne santé. Le rôle qui m'a été confié est d'animer cet atelier, de distribuer la parole et de garantir un débat constructif et serein. L'objectif de cet atelier est de partager nos expériences, possibles solutions et points de vue, de confronter nos idées dans l'optique de dégager des pistes de propositions sur ce thème de la santé dans le cadre des élections régionales 2021. Une fois que nos grands témoins se seront exprimés, nous aurons un échange d'environ une demi-heure où vous pourrez poser vos questions. Nous finirons vers 20h50. Vous pouvez d'ores et déjà rédiger vos questions par écrit, soit en commentaire sur Facebook Live ou dans l'onglet Conversation sur Zoom. Si vous êtes connecté sur Zoom, vous pouvez également intervenir à l'oral en l'indiquant dans le chat. Donc avec nous, pour parler ce soir, nous avons Alice Desbioles, qui est spécialiste en santé environnementale, médecin de santé publique, épidémiologiste et auteur d'un ouvrage sur l'éco-anxiété. Nous avons également Laure Artru, qui est vice-présidente de l'Association nationale des citoyens contre les déserts médicaux et présidente de l'antenne sartoise. Et puis nous avons Gérald Vielhomme, directeur d'un établissement de santé mentale. L'objectif de notre échange, je le rappelle pour bien orienter nos discussions, c'est de réfléchir tous ensemble sur la manière dont la région peut œuvrer en matière de santé. Donc, je vais d'abord laisser la parole à Alice. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Donc, on m'a demandé, en tout cas, voilà, c'était la commande de proposer quelques éléments en mise de jeu en pas plus de 5 minutes. Donc, je vais essayer de relever le défi. Moi, j'ai relevé 3 axes principaux qui me semblaient pertinents à l'échelle, à tous les échelons finalement, mais à l'échelle régionale notamment. Ces 3 axes, et je vais rapidement les développer, mais pour vous donner la structure, c'est la notion de santé dans toutes les politiques, ensuite toutes les actions de prévention passive, et pour finir, une thématique qui, à mon sens, est phare, c'est la thématique de l'enfance. Donc, le premier axe qui est la santé dans toutes les politiques, c'est que souvent on considère que la santé est une affaire de professionnels de santé, d'hôpital, d'accès aux soins. Bien sûr, c'est le cas, mais pas que. Et finalement, la santé peut aussi penser dans toutes les autres politiques, que ce soit les politiques d'aménagement du territoire, les politiques agricoles, les politiques d'urbanisme, de transport, d'éducation. Et donc, on se rend compte que finalement, la santé, qui est d'ailleurs un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne résulte pas seulement à l'absence de maladie ou d'infirmité, qui est la définition même de l'OMS, montre bien sa dimension finalement transversale à toutes les politiques publiques et donc également aussi au niveau de la région. Donc ça, c'était peut-être mon premier axe, essayer de penser la santé de manière globale et pas uniquement dans le cadre du système de santé et des acteurs de la santé. Enfin, le deuxième axe qui était les actions de prévention passive, c'est quelque chose qui, moi, me tient particulièrement à cœur en tant que médecin de santé publique. C'est finalement, on fait souvent reposer la prévention ou la bonne santé sur le comportement des personnes. Bien sûr, ça compte, évidemment. On sait par exemple que 40% des cancers sont évitables avec un changement de comportement. Néanmoins, je plaide particulièrement pour un environnement d'emblée favorable à la santé, qui donc permet de ne pas cibler que les actions sur le changement de comportement et permettre de réduire les inégalités sociales. Et pour vous donner un exemple, par exemple, quand on parle d'aménagement du territoire, le fait d'avoir un aménagement et un urbanisme d'emblée favorable à la santé, par exemple, si on prend les cours d'école, avec des cours d'école où on va fournir de l'ombre, sachant que les UV sont le principal facteur de risque de mélanome à l'âge adulte, et notamment les expositions aux UV et les coups de soleil reçus durant l'enfance sont le principal facteur de risque de mélanome à l'âge adulte. Le fait de proposer d'emblée un environnement ombragé, si possible avec de l'ombre naturelle, puisqu'on sait que l'ombre végétale
permet de rafraîchir l'air, permet une meilleure santé mentale, une meilleure santé physique, permet aussi bien sûr la biodiversité, permet la création d'îlots de fraîcheur. Donc là, on voit qu'on a vraiment plein de co-bénéfices santé-environnement. Donc voilà, cette notion de prévention passive est pour moi très importante, le fait de proposer d'emblée un environnement favorable à la santé. Et ça passe par des leviers que sont le cadre réglementaire, que sont la commande publique. Donc ça, pour moi, ce sont vraiment des enjeux fondamentaux. Et pour finir, la thématique donc, de l'enfance et particulièrement la période des 1000 jours. La période des 1000 jours, c'est une période qui commence au début de la grossesse et qui se termine aux 2 ans d'un individu. C'est une période de très grande vulnérabilité pour l'individu en construction, mais c'est aussi une période de très grande opportunité. C'est-à-dire que si on offre d'emblée un cadre favorable au développement d'un enfant, durant cette période des 1000 jours, c'est vraiment une période charnière, une période clé pour ensuite la construction d'un individu serein et bien construit au niveau cognitif notamment. Donc, à mon sens, voilà, cette période des 1000 jours en particulier et l'enfance en général devrait être au cœur des politiques publiques et notamment régionales. Merci Alice, c'était très clair comme propos et bien imagé. Je vais maintenant donner la parole à Alice. À Laure, excusez-moi. Laure, de l'association des citoyens contre les déserts médicaux. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir invitée. Évidemment, mon discours à moi, il est un petit peu différent puisque en matière d'accès aux soins, pour l'instant, il y a des gros problèmes en France et je suis représentante d'une association qui milite pour l'accès aux soins pour tous. Donc, des propositions, je vais en faire, mais ces propositions, en fait, elles sont déjà connues. Vous savez qu'il y a beaucoup de patients qui se retrouvent sans médecin et que le fait de ne pas avoir de médecin, eh bien, ça nuit à l'espérance de vie, tout simplement. Il y a eu un gros travail de l'Association des maires ruraux qui a mis en évidence que lorsque vous n'avez pas de médecin traitant, eh bien, les soins ne sont pas donnés, les préventions ne sont pas faites. Eh bien, dans les campagnes, justement, il y a moins de chances pour un homme, par exemple, qui pourrait vivre 2 années de moins. On sait qu'il y a moins de distribution de chimiothérapie, de radiothérapie. Ce travail donc, des maires ruraux, puisque c'est lui dont il est question, va être publié encore. Et donc, nous nous attaquons à ça. Alors, demander à la région, on a rencontré la région, évidemment, et nous voulons qu'ils puissent nous aider et nous soutenir dans la démarche, mais c'est une démarche un petit peu de désespoir et nous voulons créer un électrochoc. On a pris un avocat et en fait, ce qu'on souhaite, c'est, si vous voulez, passer un petit peu par-dessus le législatif, puisque vous savez que dans les assemblées, il y a beaucoup de médecins, il y a beaucoup de familles de médecins, et que le lobby médical, dont je suis la représentante, parce que je suis médecin aussi, eh bien, c'est très, très lourd et ça fait peser vraiment de façon incompréhensible d'ailleurs une situation, si vous voulez, dont les tenants et les aboutissants sont parfaitement connus. Donc, finalement, ce qu'on demande, c'est à l'État, par l'intermédiaire de Maître Lepage, après un courrier au ministre, on va demander au Conseil d'État de prendre ses responsabilités, c'est-à-dire que tout le monde cotise pour la santé, de la même façon, et puis il y en a qui sont soignés, et puis il y en a qui sont moins bien soignés, et puis il y en a qui ne sont pas soignés du tout. Et donc, dans le deuxième volet que je voudrais aborder, donc cette association nationale n'attend que de créer des nouvelles antennes, on en a 5, bientôt 6. Vous savez qu'il y a au moins 30 départements français qui sont atteints par ça. Et dans le volet de la prévention, enfin de la prévention dans un volet un petit peu plus optimiste, et peut-être la région pourrait nous aider pour ça, c'est organiser un rattrapage de soins. Le rattrapage de soins, il est évident aujourd'hui pour les 100 000 patients qui n'ont pas été dépistés des cancers. Il l'est aussi pour tous ces patients qui n'ont pas de médecin traitant depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. C'est insupportable. Et il va falloir augmenter le temps médecin pour venir au secours de ces patients. Et donc, ça va être une demande supplémentaire et j'en parlerai en conclusion. Je vous remercie. Merci beaucoup, Laure. Maintenant, la parole à Gérald, donc directeur d'un établissement de santé mentale. Oui, merci. Merci à tous. C'est vrai que lorsqu'on évoque la question de renforcer l'accès aux soins en région, on pense principalement au corps médical et c'est normal. On connaît les difficultés, on va dire, du numerus clausus et de la liberté du choix d'installation. Moi, j'étais d'abord pour parler de la question des infirmiers, du métier d'infirmier.
qui touchent à un moment donné aux compétences de la région. Alors pourquoi les infirmiers? Parce qu'évidemment, ils sont indispensables au sein des effectifs des hôpitaux, parce qu'ils participent au maillage territorial au niveau du soutien des soins à domicile et en libéral, et parce qu'également, et de plus en plus, certains infirmiers ont la possibilité d'avoir des délégations de tâches de la part des médecins, encore faut-il qu'il y ait quand même un médecin pour faire la délégation de tâches, et aussi parce que, plus que les autres, que les médecins, dès lors qu'un infirmier est formé à un endroit, il est prouvé qu'il reste plus que les médecins à cet endroit. Or, la question de la formation des infirmiers relève d'une compétence de la région, via notamment l'agrément des instituts de formation des soins infirmiers. Sur les Pays de Loire, on a 1420 places en IFSI, au sein de 15 IFSI réparties sur le territoire ligérien. On en a eu 120 de plus sur cette année, on va dire sur les 2 prochaines années, on aura 120 places de plus, en conséquence notamment de la période de la crise du Covid. Mais clairement, ça reste un niveau qui est insuffisant. Dernièrement, là, j'ai eu les statistiques comme quoi, par rapport à la population, on a un nombre de places qui est inférieur à peu près à 20% à ce qui devrait être en moyenne nationale. Sachant que si on est sur… en fait, c'est l'application d'un modèle économique qui est au sein des hôpitaux, qui est de toute façon aujourd'hui décroissant et qui organise petit à petit, on va dire, une diminution des effectifs des hôpitaux. Or, on voit bien là, par rapport à la crise du Covid, qu'on a eu beaucoup de crédits supplémentaires de la part de l'État et de l'ARS en réponse justement aux difficultés de fonctionnement des hôpitaux. Et on a, ne serait-ce que par rapport à l'hôpital où je travaille, plusieurs millions d'euros de plus pour recruter des personnes, sauf que les personnes ne sont pas formées, sauf qu'on ne sait pas où elles sont. Donc du coup, clairement, on nous demande d'agir, notamment là en santé mentale, au sein des universités, on nous demande d'agir, mais on n'a pas les professionnels. Déjà, on n'avait pas les professionnels médicaux, les psychiatres, mais on a pu non plus désormais les professionnels infirmiers. Donc voilà, donc la nécessité de former plus de professionnels infirmiers, qui est une compétence alors partagée avec l'ARS, je pense que vous le savez tous, que l'Agence régionale de santé, elle a la compétence pleine et entière du sanitaire, ce qui veut dire que tout est en négociation avec elle. Mais c'est vrai que du coup, augmenter les capacités au sein des IFSI, en vérifiant les capacités d'accueil de chacun des IFSI et en s'accordant avec un dialogue avec l'ARS, ça permettrait quand même d'anticiper, de se projeter, on va dire, sur les années à venir. Après, une fois que l'on a, on va dire, ce niveau de place qui augmente au sein des instituts de formation, la question c'est, si on a des places, il faut qu'on ait des jeunes qui soient volontaires pour venir. Or, on sait bien qu'il peut y avoir des freins, on va dire, certains IFSI souffrent parfois du fait qu'il n'y a pas assez de jeunes qui veulent occuper l'attractivité du métier d'infirmier. Elle est connue qu'il y a des difficultés. Et autant on est, notamment aux hôpitaux, on fait des ponts d'or, on va dire comme ça, pour les médecins, pour vraiment faire en sorte qu'ils puissent venir dans les territoires en hébergeant les médecins, en leur trouvant des places en crèche, s'il y a une place en crèche. Autant pour les infirmiers, ça ne se fait pas, ou ça se fait très peu. Et là, moi, je pense qu'il faut savoir ce que l'on veut. Le reste à charge d'un jeune lorsqu'il est en institut public, c'est à peu près 200 € par an. Si vous êtes en institut privé, on est avoisine à peu près les 1000 euros. Donc, on sait très bien qu'à ces niveaux de reste à charge, et quand on sait que la sociologie du public qui rentre dans les métiers d'infirmier est légèrement moins élevée que celui du métier du corps médical, donc on sait très bien que ça peut être un frein. Donc là, une collectivité locale comme la région, il me semble, peut avoir un rôle à jouer, de même que les mairies. Mais là, clairement, la région, il me semble qu'elle peut, soit en organisant la gratuité, soit en soutenant financièrement, je ne sais pas exactement. Mais en tout cas, elle a un rôle qui me semble possible. Et enfin, le troisième point, la formation des infirmiers, elle tourne autour d'un certain nombre d'unités d'enseignement à acquérir. C'est-à-dire qu'en fait, en 3 ans, les élèves infirmiers doivent avoir des niveaux de connaissances, mais qui sont normés par le ministère de l'Éducation nationale via l'enseignement supérieur et via la santé, le ministère de la Santé. Et on sait que tout est normé à l'échelle de la France. On n'a pas vraiment de marge de manœuvre. Ce qui est un peu gênant, c'est qu'on sait que parmi les unités d'enseignement, une seule traite la gestion des risques. Et une seule traite du coup ce qui est dans le lien entre santé et environnement au niveau des personnels infirmiers. Donc,
À ma connaissance, la question est plutôt survolée que traitée. On traite principalement de la question du NRBC, donc nucléaire, les risques biologiques, etc. Mais la question du lien, ce qu'a dit tout à l'heure le docteur Desbiol, par rapport au lien entre santé et environnement, est juste survolé. Et il me semble que nous, imaginons une région verte qui se mêle un peu de tout, même de ce qui ne lui regarde pas, elle pourrait, à un moment donné, bousculer, on va dire, l'équilibre, et toujours dans cette discussion avec l'ARS, arriver non pas à modifier l'unité d'enseignement, mais y mettre un peu plus de contenu que ce qu'il y a actuellement. Voilà, donc les 3 points que je voulais évoquer avec vous ce soir. Merci. Fanny, je te rends la parole. Très bien, merci Gérald. Nous allons prendre une première série de questions. Donc, nous avons Maxime qui demande la région actuelle ne voit que par les maisons de santé pluridisciplinaires, mais ce n'est pas la solution miracle, à savoir que la santé ne relève pas des compétences régionales, mais bien nationales. Donc, Alice, comment on peut répondre à ça? Alors, moi, je ne suis pas forcément au fait de tout ce qui relève des compétences nationales versus régionales. La région donc soutient en fait les installations de maisons de santé, mais c'est la seule chose pour l'instant un petit peu qui est faite, alors que l'installation des médecins, etc., ça va être plus au niveau national, quoi. Après, les collectivités, elles peuvent participer à l'installation des médecins. Je sais que ce qui dépend en tout cas des régions, c'est les CMP, les centres médico-psychologiques, qui sont malheureusement vraiment en déshérence. Et pourtant, c'est un outil majeur en fait, à la fois de prévention et à la fois d'accompagnement des publics fragiles, notamment de certaines familles et de certains enfants. Et les CMP dépendent des régions. Donc là, peut-être que, à mon sens, en tout cas, une des priorités, notamment dans cette volonté, enfin, dans un de mes 3 axes qui était l'enfance et également d'ailleurs la santé dans toutes les politiques, insister sur cet outil qui est le CMP, cette structure-là. À mon avis, c'est vraiment quelque chose qui devrait être renforcé et un maillage territorial régional devrait être beaucoup plus fin et beaucoup plus précis avec ce type de structure. Alors, il y a aussi les CPTS, les communautés professionnelles territoriales de santé. Je ne sais pas exactement si ça dépend tout à fait de la région, mais c'est aussi un outil réglementaire, en tout cas, qui à mon sens, pourrait être mis en place. Et moi, je plaide vraiment pour des maisons de santé pluridisciplinaires. Et par santé, j'entends aussi la dimension sociale, avec la présence aussi d'assistantes sociales, d'éducateurs spécialisés, donc pas forcément des professions médicales au sens classique du terme, mais pourtant des personnes qui vont avoir un rôle sur les déterminants de santé, puisqu'on sait très bien que tous les déterminants sociaux sont très importants, comme les déterminants éducatifs. Et donc ça, je pense qu'une vision beaucoup plus holistique et globale de l'individu, en prenant en compte les dimensions sociales, éducatives, en partenariat avec les professionnels de santé plus classiques, comme les médecins, les sages-femmes. Voilà, c'est à mon sens quelque chose qui pourrait être intéressant et qu'une région pourrait essayer de porter. Une autre question de Ghislaine. Le rattrapage de soins évoqué concerne-t-il également les soins psychiques? Et les délais d'attente des demandes de soins s'allongent notamment en pédopsychiatrie. Vous pouvez tous répondre, hein. Alors, juste par rapport à ce domaine de compétences, c'est vrai que les délais d'attente sont incroyablement longs, et que ce soit au niveau de l'enfance ou que ce soit au niveau des adultes. Et on est sur des questions qui sont en lien avec l'importance ou l'implication de l'État dans la psychiatrie, qui a toujours été considérée comme un parent pauvre, hein, de la médecine. Alors, c'est juste une anecdote, mais en général, les sorties de promotion des médecins, c'est les urgences et la psychiatrie. On voit à un moment donné, non pas l'implication, mais la connaissance d'une telle difficulté, de tel manque de moyens que ça n'intéresse pas les internes. Au bout d'un moment, les internes repartent sur d'autres disciplines. Et clairement, le rattrapage, il ne pourra se faire qu'après au moins les 7 prochaines années, une fois que le numerus clausus a été levé. Alors, il a été levé, il est en cours de lever, mais il faudra des années et des années avant d'arriver au moindre rattrapage. Alors, une autre question, Laure. Est-ce que les initiatives de médecine mobile, type bus santé, sont une idée à développer pour pallier les inégalités d'accès aux soins?
Alors oui, moi je rebondirais bien sur ce qu'a dit Gérald tout à l'heure. Le rattrapage de soins, ça peut être quelque chose qui peut être moteur pour bousculer les choses. Parce que si vous voulez, vous avez raison, vous parlez, vous dites il faut attendre 7 ans. Il ne faut pas se leurrer, le numerus clausus, c'est 15%, 20% d'étudiants en plus. Et si au bout du compte, ils n'ont obligation de rien faire, vous savez qu'un étudiant aujourd'hui, il n'est obligé de faire rien. Il n'est pas obligé de travailler. Il peut rester sans travailler pendant très longtemps. Vous savez qu'un étudiant en médecine sur 4 ne verra pas un patient. Donc, si vous voulez, tant qu'il n'y a pas une obligation de faire, il ne se passera absolument rien. Et moi, je crois, parce que j'avais parlé avec Madame de Roche, justement, qui s'occupe de la santé dans la région des Pays de Loire, et c'est une idée que j'ai, moi, et voilà, et ça me plaît parce qu'elle est positive, et voilà, c'est que là, il y a une urgence. Il y a une urgence. Il faut rattraper les cancers, les 100 000 cancers du Covid. Il faut rattraper tous ceux qui n'ont pas eu de soins pendant toutes ces années. Enfin, moi, je suis quand même médecin rhumatologue. Je fais le super généraliste, je déshabille les gens, j'écoute des souffles, des machins. C'est pas, voilà. Donc, il faut qu'il y ait des cohortes de jeunes médecins qui sont entre deux dans cette période où, si vous voulez, contrairement à un infirmier qui remplace 3 ans, puis après, il est obligé de travailler et même d'être recertifié, ce qui n'est pas le cas du tout, un jeune médecin, il est obligé de rien, quoi. Tu veux travailler, tu ne veux pas travailler, tu veux travailler un jour par semaine, tu veux faire un... Non, là, il va falloir, l'organisation et les régions vont peut-être pouvoir nous aider parce qu'elles ont connaissance de toutes ces maisons médicales qui ont été construites, qui sont vides. Il suffit de mettre 4 ordinateurs, une secrétaire et tout ça, et que des hordes de jeunes viennent sauver des vies. Et je crois que ce rattrapage de soins, ça va être moteur. Et je pense que la région a sa place pour l'organisation. Et si vous voulez, sous ce prétexte eh bien, il y a des choses qui vont être institutionnalisées, c'est-à-dire qu'on devra aller travailler, puisqu'on ne veut pas y vivre dans ces pourtant belles régions des Pays de Loire, on ne veut pas y vivre, voilà, eh bien, on viendra y travailler un petit peu, parce que sinon, eh ben, c'est ce qui arrive aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui sont laissés pour compte. Et je crois que vraiment, alors, je n'ai pas entendu la deuxième partie de la question, vous m'aviez demandé… Est-ce que donc le bus de… Ah bah oui, le bus. Ouais. Alors oui, alors moi je trouve ça chouette. C'est vachement bien. Alors la téléconsultation pour les déserts. Donc vous voyez pas le docteur, mais enfin il est quand même un peu là. Vous le connaissez pas. Il est moldoslovaque, il habite tout. Bon c'est un peu c'est pas de la médecine quand même extraordinaire. Puis là on va les mettre dans des autobus comme pour la transfusion sanguine. Moi je trouve que c'est bien tout ça, mais moi je crois que la région elle a son rôle. Par exemple, pour organiser les transports. C'est-à-dire que dans les régions, on va pas mettre un médecin par commune, c'est pas possible. On va avoir effectivement des grosses maisons, mais il ne faut pas que ce soit que des maisons de santé pluridisciplinaires. Il faut laisser les médecins aussi s'organiser un petit peu comme ils le souhaitent. Mais en revanche, les transports, voilà quelque chose que la région pourra organiser, c'est les transports. Ces petits autobus qui vont aller chercher la patiente pour aller voir le médecin dans de bonnes conditions, où il y aura peut-être une infirmière de pratique avancée, peut-être subventionnée par la région, pourquoi pas, qui va aider au bon déroulement de la consultation parce que le temps médecin va diminuer obligatoirement. Le temps médecin diminuera parce que les jeunes médecins veulent travailler moins que leurs aînés et ils ont raison. Payons nos internes pendant leurs études, ils auront un travail à faire dans des régions où ils ne veulent pas vivre et ça ira très bien. Mais je pense que les régions peuvent participer pour le transport et l'organisation du transport des patients. Ça, je pense que c'est important. Un autobus dans lequel, je ne sais pas si vous êtes allé donner votre sang dans un autobus, il faut déjà pouvoir y habiter là-dedans, enfin y vivre quand on est médecin. Hein. Il y a de quoi être claustro là-dedans. Et puis c'est pas de la médecine de qualité. Moi, je crois qu'il faut pas dire on habite dans des régions et dans des campagnes et donc on va faire de la médecine. Non, c'est pas vrai. Il faut de la médecine de qualité. Il faut que le patient ait son temps avec son médecin et je crois que ça. Payez les médecins, payez-les pendant leurs internats et je vous promets qu'ils vont venir travailler. Il faut juste limiter le temps de remplacement, parce que ça, c'est pas possible, on ne peut pas remplacer à vie, un jour par semaine, sans être certifié. Voilà. Et juste pour compléter les propos de Laure et Alice, aujourd'hui, c'est l'Agence régionale de santé qui est compétente en matière sanitaire. Alors moi, je prône une décentralisation, mais je suis l'un des rares à le prôner, dans le sens où je trouve, enfin voilà, il n'y a rien de tel qu'une décentralisation pour mettre en relation, on va dire, la population avec des décideurs.
Mais là, aujourd'hui, l'ARS, elle est censée aussi organiser, elle tente de le faire, hein, clairement, on va dire le partenariat. Donc, elle met les différents acteurs institutionnels autour de la table, elle met notamment les collectivités locales pour voir quelles sont, en fonction des compétences, qu'est-ce qu'on pourrait mettre pour attirer justement principalement les médecins. Parce que là, tout à l'heure, je parlais des infirmiers, mais la question, elle est principalement sur les médecins. Et donc, le conseil régional, il a la taille qui est critique et il a des compétences, clairement, avec du volontarisme qui permet d'être crédible autour de la table. Mais encore faut-il le vouloir. Encore, il y a des régions qui ont été assez incisives, hein, sur la question. Les Pays de Loire, peut-être, voilà, un petit peu, on peut mieux faire. Et donc, Gérald, tu serais pour confier le pilotage des ARS aux conseils régionaux? Oh là, c'est enregistré ou pas là? Parce que du coup, ma tutelle, c'est quand même l'ARS, hein, moi. Donc, bon. Non, Non, là, c'est une question de Mathieu. Bon, non, c'est vrai que moi, je viens de la fonction publique territoriale à l'origine. Et la crise là que l'on vit, on voit un pilotage très, très descendant, très centralisé dans quelques bureaux. Et objectivement, heureusement qu'on n'a pas attendu d'avoir les consignes pour réagir. Voilà. Et du coup, clairement, on a réagi, j'ai trouvé un peu comme on fait dans les collectivités locales, à savoir, on agit et on rend des comptes. Alors que dans la logique actuelle, on est plutôt à attendre la consigne. On a un nombre moi, j'ai tous les jours un nombre de consignes qui tombent, mais incroyable. Je ne sais même pas, je n'ai pas le temps de les lire, hein, clairement. Voilà, c'est trop descendant, il n'y a pas assez d'initiatives locales et une collectivité locale me semble être plus stimulante sur la question. Après, ce n'est pas du tout l'état du droit, hein. D'accord, merci. Sur ce propos-là, Vincent, sur Facebook, dit que par rapport aux maisons de santé pluridisciplinaires, l'exemple de centre de santé départemental en Saône-et-Loire est à suivre, avec l'embauche qui a été faite directement par le département. Est-ce que ce serait possible de le faire par une région? Ça, c'est Voilà, une des c'est… pistes. Effectivement, là, je pense que ce qui est sous-entendu aussi, c'est le fait de salarier des médecins. Mm. Effectivement, on est une profession qui se féminise avec effectivement une volonté de qualité de vie, puisque à la différence de nos aînés, qui étaient pour la plupart des hommes, qui pouvaient compter sur l'ingénierie de leurs femmes pour gérer le foyer, ce n'est pas du tout forcément encore le cas. La répartition des tâches, même dans les familles, les couples de médecins. Donc effectivement, il y a une volonté voilà, de travailler différemment. Et c'est vrai que l'exercice salarié peut beaucoup plus attirer. Alors, moi, je voulais juste peut-être, bon, j'aurais beaucoup de choses à dire, mais pas tout dire, alerter, enfin en tout cas juste peut-être apporter un point de vigilance quand on parle de déserts médicaux. Moi, c'est un terme, en fait, j'en comprends bien sûr la signification. Je suis juste toujours un petit peu gênée parce que j'ai l'impression, enfin, à mon sens, ça masque une réalité beaucoup plus complexe. Souvent, ce n'est pas que des déserts médicaux, en fait, c'est des déserts quasiment tout court. Donc, faire toujours reposer un peu la responsabilité sur les médecins les jeunes médecins qui ne voudraient pas venir en zone rurale, dans des endroits où il n'y a pas forcément de travail pour le conjoint, s'il n'est pas professionnel de santé, si c'est difficile de scolariser les enfants, s'il n'y a pas une certaine forme d'attractivité, peut-être culturelle, ou enfin, voilà, je ne veux pas du tout stigmatiser les territoires ruraux, ce n'est pas le propos, mais c'est juste pour dire que la question de la vie au sein des territoires, à mon avis, est beaucoup plus complexe, encore une fois, que la seule question des médecins. Et j'ai toujours un petit peu de difficulté à voir stigmatiser comme ça une profession, alors que finalement, l'abandon ou la déshérence de certaines zones de France, voilà, c'est aussi une volonté peut-être beaucoup plus globale, beaucoup plus politique. On pourrait choisir de redynamiser nos territoires et du coup d'attirer, en fait, sans passer par la contrainte, tout un panel de professionnels et pas forcément que des médecins. Donc ça, je pense que… Et d'ailleurs, la région des Pays de Loire, en tout cas, notamment Nantes, est une ville qui est très attractive. Pays de Loire, je dis n'importe quoi, et Nantes, n'importe quoi, bon, c'est pas grave. En tout cas, juste pour dire que Nantes est une ville, en tout cas, très attractive pour des internes. Et donc, je rejoins aussi l'importance, bien sûr, de l'attractivité et aussi des salaires, notamment pour les médecins de PMI, par exemple, où il y a beaucoup de difficultés à recruter voilà, les médecins. Et peut-être qu'une des clés aussi, c'est de ne pas tout faire porter, encore une fois, la responsabilité ou l'accès aux soins sur le médecin. Peut-être que la montée en compétence donc des infirmiers, comme on le voit avec les infirmiers de pratique avancée, mais également les sages-femmes, les assistantes sociales,
En psychiatrie, hein, souvent, ce qui est difficile, c'est bien sûr, parfois il y a une pathologie mentale, mais en fait, souvent, c'est aussi des difficultés sociales que le médecin ne peut pas résoudre. Il n'est pas formé à ça, d'ailleurs. On ne sait pas forcément agir sur les leviers sociaux. Donc, peut-être qu'au-delà de toujours tout miser sur le médecin, des auxiliaires de puériculture qui sont bien formés, des sages-femmes qui sont formés, des infirmiers avec des compétences élargies, ça peut permettre en fait de désengorger l'accès aux soins, de le rendre beaucoup plus facile. Et je pense qu'il y a vraiment un besoin en fait, de partager les connaissances et d'augmenter en responsabilité certaines autres professions et pas que les médecins qui n'ont pas le monopole de la santé. Oui, oui. Et Alice, quel levier tu verrais pour mettre en œuvre tes propositions par rapport, par exemple, aux 1000 premiers jours de vie ou par rapport à la prévention passive? Quels leviers régionaux tu Les envisages? leviers régionaux, alors je ne suis pas forcément au clair sur tous les échelons, mais je m'étais un peu documentée. Par exemple, je crois que les lycées dépendent de la région. Oui. Pour moi, les lycées, c'est un endroit majeur pour faire de la santé. Bien sûr, au sein par exemple, de prévention, moi, je serais pour une prévention obligatoire sur les violences, que ce soit les violences sexuelles, les violences intrafamiliales, les violences conjugales. Donc, déjà, ça, c'est quelque chose qui joue sur les déterminants de santé. Et toujours dans cette dimension, par contre, de prévention passive, l'importance de rénover déjà les bâtis, de rénover les cours des lycées, donc encore une fois de proposer de l'ombre, de la végétalisation. Les menus, là on a une grosse polémique sur les menus végétariens à Lyon, qui pour moi est vraiment un non-sens. Enfin, je trouve ça même gênant d'instrumentaliser comme ça de manière partisane des informations en fait même scientifiques. Enfin, ça fait partie des dernières recommandations nutritionnelles du ministère de la Santé que de recommander de baisser la consommation de protéines animales, viande, poisson. Les poissons, d'ailleurs, il est recommandé de n'en manger que 2 fois par semaine. C'est une recommandation de l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité de l'environnement, de la santé et du travail, tout simplement parce que les poissons, désormais, sont beaucoup trop pollués. Ils sont trop riches, notamment en métaux lourds. Et donc, l'ANSES recommande de n'en manger pas plus de 2 fois par semaine, notamment les gros poissons bioaccumulateurs, ceux qui sont en fin de chaîne alimentaire. Donc, on recommande au contraire favoriser une alimentation à base de produits végétaux, des légumineuses, des fibres. Donc ça, typiquement aussi, c'est de la prévention passive. Les menus qu'on va mettre à disposition, le fait de proposer des menus bio dans des contenants qui ne soient pas en plastique, ça c'est la loi Egalim qui doit aboutir d'ici 2025. Voilà, donc tout ça, en fait, l'alimentation qu'on va proposer spontanément, ça c'est de la prévention passive. Si on limite les coca, les sodas, puisque la seule boisson indispensable, c'est l'eau, on sait que l'obésité est également beaucoup plus forte dans les catégories socio-professionnelles les plus fragiles, les plus en difficulté. Donc là, on voit que si déjà l'école, le lycée pour la région propose d'emblée un environnement favorable à la santé avec une alimentation, si possible, bio, qui respecte les recommandations nutritionnelles, et qu'on a de l'ombre dans les cours d'école, des bâtiments qui sont bien isolés, qu'on a aussi de la prévention sur les violences, par exemple, tout ça, c'est quelque chose qui peut être mené dans les lycées, qui est à l'échelle de la région, et qui est une piste d'action pour sortir la santé aussi au-delà du système de santé. Et une mesure, moi, qui m'est très chère, c'est donc la période des 1000 jours, et notamment l'importance des places en crèche. Et comme un enfant qui va à la maternelle a droit à une place en maternelle, pour moi, tout bébé devrait avoir droit à une place en crèche, si possible en crèche publique. Et comme on est entre personnes à sensibilité environnementale, si possible dans une écolo-crèche, pour prendre en compte aussi cette notion de prévention passive et de santé dans toutes les politiques. Donc voilà, ça, je pense qu'un bébé égale une place en crèche, ce serait une mesure très forte qui permettrait aussi de réduire les inégalités qui commencent dès la naissance, voire même avant même la naissance. Alors, les crèches, c'est un petit peu plus de la compétence des communes. Peut-être que la région pourrait intervenir en subventionnant. Alors, une autre question. Comment rendre attractif le travail en zone rurale, Laure? Ah, le micro. On ne vous entend pas. Laure? Oui, c'est bon. Eh bien, c'est très compliqué. On a essayé 1000 choses. On ne peut pas mettre le bord de mer partout, la montagne et tout ça. Donc, rendre attractif, moi, je rejoins ce que disait Alice tout à l'heure. Les conjoints ne peuvent pas habiter dans des endroits où il n'y a pas d'école, il n'y a pas de distraction, il n'y a pas. Et effectivement, ce problème-là, on ne va pas le résoudre. Et ça fait 15 ans qu'on essaye de faire en sorte que, si vous voulez, maintenant l'interne, si vous voulez, il arrive, il faut sa maison, sa voiture, son logement, son truc et son bidule, pendant que le vieux à côté, il travaille pour un, le jeune, il va travailler pour 4.
50 000 €, machin. Au bout de 3 ans, il s'en va. Je crois que le travail dans des zones où un jeune ne veut pas venir, ça n'a pas de sens. Donc, ce qu'il faut, c'est que pendant un an et demi, à la fin des études, probablement, il y ait un travail effectif qui soit fourni par des jeunes médecins qui habiteraient, par exemple, Le Mans pour aller se balader dans les campagnes. Ils partent en autobus le matin dans une maison de santé pluridisciplinaire ou une maison de santé, n'importe. Et puis, ils reviennent le soir, ils passent un an et demi là, et puis après, ils vont ailleurs. On ne va pas pouvoir rendre les campagnes attractives, ça n'est pas possible. On ne peut pas refaire ce qui a été défait. Ça n'est pas jouable. Donc, c'est pour ça qu'il faudra développer les transports. Il n'est pas question qu'il y ait de nouveau des médecins isolés. Il n'en est même pas question. On sait que ça ne se fera pas. On sait qu'il faut payer les internes pendant leurs études. Il faut les payer correctement pendant qu'ils travaillent. Et je crois qu'il faut vraiment marteler ça et sur tous les tons. 25 €, je suis navrée. 25 €, c'est une demi-jambe d'épilation chez l'esthéticienne. Je n'ai rien contre les esthéticiennes, mais l'esthéticienne, elle ne va pas en prison pour un acte médical mal fait. Les médecins sont obligés de faire de l'actologie, c'est-à-dire que pour pouvoir passer 3/4 d'heure avec un patient, ils sont obligés de faire 5 certificats. C'est de la médecine qui n'intéresse pas les jeunes médecins et il faut s'en débarrasser. Il faut que toutes ces choses, toute cette paperasse, tout ça, ils soient libérés de tout ça, qu'ils aient du temps pour s'occuper des patients et qu'ils habitent dans des petites grandes villes. Ils habiteraient à Laval pour aller passer un temps dans une maison et ils partiraient à 4 ou 5 jeunes et puis il y en a un qui reste jusqu'à 20 h le soir. Et alors? Et ils feront ça pendant un an et demi, puis avec un peu de chance, il y en a 1 ou 2 ou 3 qui restent. Voilà, mais je crois qu'il ne faut pas vouloir et l'attractivité et tout l'argent que ça a coûté, c'est invraisemblable. Nous, dans la Sarthe, là, on est en train de créer l'Espagne. C'est la mode, là, il y a tous les Espagnols qui arrivent. Oui, sauf que mes patients, qu'est-ce qu'ils me disent? J'en ai 3 qui m'ont dit, écoutez, est-ce que c'est logique quand je vais voir mon médecin, on traduit avec Google? C'est pas possible, c'est pas possible. Et si vous voulez, il y a tellement besoin de médecins dans la Sarthe que le Conseil de l'Ordre, il essaye de faire, il y a de la pression, il y a les agences de recrutement, il y a les trucs. Puis nous, on crée une colonie espagnole. Donc, si vous voulez, voilà. Mais non, je suis désolée, du temps médecin, parce qu'on parle de pénurie médicale. À la réalité, il n'y a pas de pénurie médicale. Il y a 300 000 médecins, il n'y aurait jamais eu autant. Les généralistes, si vous divisez 80 000 généralise par 66 millions de Français, vous verrez que ça fait peu ou prou un médecin pour 1000, 1200 maximum. Dans le sud de la France, c'est 1 pour 700. Et dans la Sarthe, là, il y a un bon docteur qui va s'en aller 2500, 3000. 3000 qui, du jour au lendemain, se retrouvent sans. Alors, si vous voulez, moi, je veux bien entendre qu'il ne faut pas faire ci, il ne faut pas contraindre. Il ne faut pas, il y a un moment, la médecine, c'est un métier de service. Ce n'est pas je travaille où je veux, quand je veux, pour le tarif que je veux. C'est un moment, je m'engage. Je m'engage. Et puis, si les jeunes médecins, quand on va leur dire, là, va quand même falloir travailler, parce qu'il y a une notion d'urgence, et c'est peut-être aux internes, aux jeunes internes, qu'on va dire, attention là, c'est très, très grave. Donc, il y a des mesures transitoires qui vont être. Eh bien, peut-être que le jeune médecin qui va commencer la médecine ne sera pas le même. Ce ne sera pas le même. Ce ne sera pas celui qui. Non, ça sera peut-être quelqu'un d'un petit peu moins brillant. Peut-être qu'il habitera les quartiers, peut-être que sa famille, etc. Et il fera son métier de médecin très, très bien, et j'en suis persuadée. Merci. Et si je peux me permettre par rapport à ça, c'est vrai qu'on touche à des questions qui sont législatives et qui ne sont pas du coup d'une compétence d'une collectivité locale. Mais une collectivité locale, je pense qu'elle peut tenter de se mêler même de ce qui ne la regarde pas. Donc c'est là l'idée de bousculer les équilibres. Et au pire, qu'est-ce que l'on risque? Au pire, on risque d'avoir des autorités de tutelle qui nous disent c'est pas votre domaine. Mais après, politiquement, ça devient même compliqué, à mon avis, pour les autorités de tutelle de ne pas se mobiliser. Donc, je pense qu'il faut pousser, même si on n'est pas sur les compétences premières d'une région, il faut pousser. Sachant aussi que les réalités sont quand même très différentes si vous êtes à Nantes et à Angers, notamment parce que les CHU forment forment les jeunes médecins. Le Mans a raté le coche il y a quelques années. Oui. Le Mans est plus gros que le centre hospitalier du Mans est plus gros que celui d'Angers. Et pour une histoire assez étonnante, ils ne se sont pas proposés d'être universitaires. Depuis, on s'en mord les doigts. Mais voilà, à la région, il y a des réalités territoriales qui sont très différentes selon qu'on est en Vendée, en Mayenne ou en Sarthe, ou en Maine-et-Loire et dans la région nantaise, en Loire-Atlantique.
Alors, nous avons Ghislaine qui dit que la région, est-ce qu'elle pourrait faciliter le travail en réseau entre l'ARS et l'éducation nationale? Elle pense aux infirmières scolaires et aux services de pédopsychiatrie. Et c'est valable aussi pour d'autres acteurs, les médecins traitants avec les CMP, les maisons de santé, etc. Alors, par rapport à la pédopsychiatrie, l'ARS, moi, j'ai pas d'interlocuteur au niveau du conseil régional. Ils se positionnent pas. Dans l'ensemble, la région là n'est pas un interlocuteur d'un hôpital classique. Je dirais. Éventuellement, ils font un appui ou un appoint, mais c'est pas nos interlocuteurs. Nous, éventuellement, il y a le département par rapport à tout ce qui est financement du médico-social, l'ARS pour le financement du sanitaire, mais la région, à part financer justement les instituts de formation, je pense qu'ils peuvent aider, notamment dernièrement, la région avait aidé à l'acquisition de matériel en télémédecine. C'est ce genre de choses-là que la région peut impulser. Mais aujourd'hui, ce n'est pas un interlocuteur identifié, notamment des hôpitaux. Donc, les choses sont claires. Bon, très bien. Donc, je vais vous demander à chacun demain, si vous étiez vice-président en charge de la santé à la région Pays de la Loire, quelle serait votre première mesure, Gérald? Ma première mesure, c'est en lien avec ce que j'évoquais tout à l'heure, le reste à charge financier des élèves infirmiers et de voir à quel point on peut diminuer ou voire annuler ce reste à charge. Bon. Laure? Moi, ça serait le rattrapage de soins. Comment est-ce qu'on peut venir au secours de ces patients qui n'ont pas de médecin? Vous savez qu'en France, ils sont 8 millions. Dans les régions de Pays de Loire, je pense qu'ils sont à peu près 300 000. Que cette population est identifiée, par exemple, pour la vaccination. Ces gens-là n'ont pas de médecin. Donc, on parle des vaccins et l'Astra et le machin et le truc. Ils aimeraient tellement pouvoir en discuter avec un médecin. Donc, que cette population identifiée, on vienne à son secours et qu'on organise pour elle, voilà, qu'on ait la volonté de les aider. Et je pense que la région peut prendre sa part. Alice? Alors, comme voilà, je ne sais pas exactement ce qui dépend de la région ou pas, enfin, pour les CMP, je sais, donc moi j'insisterais si j'avais une mesure sur le renforcement des CMP et si je pouvais, la mesure qui me tiendrait vraiment à cœur, mais là encore une fois, le rôle de la région n'est pas clair, ce serait vraiment un bébé égale une place en crèche publique. Bon, très bien. Donc, pour le programme régional, ce qu'on peut retenir, c'est donc aider les instituts de formation en soins infirmiers à augmenter le nombre de places et la prise en charge des étudiants. Favoriser la mobilité des patients vers les médecins dans les zones rurales pour un accès aux soins égalitaire. Également, faire en sorte que dans toutes les politiques publiques, il y ait une approche décloisonnée de la santé et de l'environnement, puisque les deux sont intimement liés. Faire de la prévention passive, par exemple, dans tous les lycées, avec des cours végétalisés et des repas moins protéinés animales. Travailler sur l'alimentation des lycées et sur les cours. Et puis, travailler sur ces 1000 premiers jours de vie, du premier jour de la grossesse jusqu'aux 2 ans de l'enfant, peut-être en subventionnant des places en crèche et travailler sur les CMP. Donc, voilà ce qui pourrait être dans le programme régional de la santé. Vous voulez ajouter quelque chose? Bon, très bien. Eh bien, je vous remercie tous d'avoir participé à cet atelier qui sera disponible en replay sur YouTube et SoundCloud prochainement. Merci à tous. Et si vous avez manqué, vous pouvez aussi nous contacter et n'oubliez pas de signer l'appel pour la région écologique, citoyenne et solidaire. Merci. Merci, à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.